On accueille donc Chantal, Lucille et Allez-y, Nacera. Allez-y. Sans badge ni manteau, c'est mieux. Bienvenue. Bonjour à tous. On va avoir la lourde tâche de parler réglementation. Aujourd'hui, on arrive alors donc les fêtes de fin d'année. On trouve toujours des petites blagues en général entre l'année qui arrive, 2021, l'année du vin, 2022, l'année des jours heureux, et 2023, ça rime avec DSA. Donc ce sera l'année du DSA. Vous pourrez souhaiter ça à votre famille lors du réveillon. Et alors le DSA, on va en parler, on va rentrer en détail. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va tout vous expliquer. En même temps, si vous ne savez pas ce que c'est un peu le moment de s'inquiéter. Digital Service Act, c'est un texte donc européen qui vise à responsabiliser les plateformes, à faire mettre en place plus de transparence entre les plateformes et les utilisateurs. On va revenir aussi sur le calendrier, je vais me rapprocher un peu parce que je suis un peu loin. Et nous avons donc 3 invités, je ne sais pas si elles ont été annoncées exactement, nous avons Nacera Bekat, 3 invités EES exactement, chef du service des affaires économiques de la CNIL, Lucille Petit, à ma droite, directrice des plateformes en ligne de l'ARCOM, et Chantal Rubin, chef de pôle régulation des plateformes numériques, vous me dites si je me trompe, au ministère de l'économie et à la DGE, Direction générale des entreprises. Donc, bienvenue à toutes. Chantal, ça fait 2 ans maintenant que vous négociez sur ce texte du DSA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce texte, ce qu'il est exactement et ses conséquences? Ça marche. D'accord? Ah oui. Bonjour à tous et puis merci de nous accueillir cet après-midi. Je pense que les uns et les autres, vous avez quand même une idée assez précise de ce qui s'est passé depuis 2 ans au niveau de la négociation du paquet DSA et DMA, parce que ici, au ministère de l'économie, on a quand même traité les 2 règlements de façon conjointe et cumulée. Je pense que vous avez compris aussi que l'engagement des autorités françaises en faveur de ces règlements et en faveur de leur aboutissement a été extrêmement actif. Donc il s'agit pour les autorités françaises d'acquis importants en matière de régulation du numérique en Europe. Et d'ailleurs, il faut le souligner quand même, il s'agit d'une première mondiale, puisque personne d'autre dans le monde, ni aux States, ni en Asie, n'a mis en place ce cadre nouveau de régulation qui emporte des innovations très importantes dans finalement l'approche et la régulation de ces services numériques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Aujourd'hui, on rentre dans la phase dure, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écrire les règlements, il faut surtout les mettre en application. Donc là aussi, il va y avoir un engagement actif des autorités françaises et aussi des régulateurs nationaux pour mettre en œuvre de façon efficace, pertinente, l'ensemble de ce cadre régulatoire. Donc, vous le savez, vous l'avez sans doute compris, l'exercice qui est devant nous aujourd'hui en France, c'est de prendre les dispositions au niveau national pour mettre en musique ces 2 règlements. Donc, on va passer par la loi. Et aujourd'hui, notre mandat, c'est de préparer un projet de loi qui sera probablement déposé dans le premier trimestre 2023 pour mettre, d'une part, en conformité, de remettre à niveau les différentes lois numériques qui ont été adoptées depuis maintenant une dizaine d'années en France, pour les remettre au canon et au nouveau concept du DSA-DMA, parce qu'il y a quand même eu une refonte importante de tous les concepts, de toutes les règles. Et puis aussi, surtout, désigner qui en France, va appliquer ces règlements. Donc, ça va être l'objectif essentiel. Vous avez compris que ce règlement, il est, ce que je dis toujours, il est distributif. Ça veut dire que vous avez des règles horizontales, notamment sur la publicité en ligne,
mais qu'il faut bien réaliser que en fonction du marché ou de la catégorie d'acteurs dont vous allez relever, vous pourrez être placé sous la juridiction d'autorités nationales différentes. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, on a la CNIL. La CNIL est évidemment compétente sur la protection des données personnelles. Mais on a aussi l'ARCOM aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'ARCOM est naturellement compétente pour faire respecter, par exemple, la protection des mineurs sur les réseaux sociaux. Donc, comme ce règlement DSA, il est transversal et distributif, ça veut dire qu'au niveau de la désignation des autorités nationales qui vont être en charge de la mise en œuvre, eh bien, vous aurez possiblement plusieurs autorités selon que vous relevez de tel ou tel secteur. Et puis, il faut compter aussi avec la DGCCRF. La DGCCRF est compétente pour sanctionner toutes les pratiques déloyales vis-à-vis et assurer la protection du consommateur. Donc, finalement, une multiplicité d'autorités nationales. Alors, je pense que sur le secteur de la publicité en ligne, selon que vous êtes dans telle ou telle catégorie, vous aurez affaire à des interlocuteurs, mais vous les connaissez bien, hein, la CNIL, la DGCCRF, l'ARCOM. Ce sont des autorités que vous connaissez bien. L'objectif, et je pense que ça c'est quelque chose du côté des pouvoirs publics français, c'est qu'en dépit de la répartition naturelle des compétences entre chaque autorité nationale, évidemment, on veille à assurer une cohérence globale des analyses qui convergent, de sorte que les acteurs économiques ne soient pas placés finalement dans des situations un peu d'injonction contradictoire, etc. Donc par rapport à ce rôle transversal du DSA, la préoccupation, ou en tout cas ce sur quoi on souhaite être vigilant, c'est d'assurer globalement la cohérence dans la mise en œuvre du règlement DSA. Et je vais juste rajouter un mot avant de laisser la parole à mes collègues. Je sais qu'aujourd'hui, vous voulez beaucoup parler du DSA, mais je voulais juste dire un mot. Le DMA aussi, hein, il y a des dispositions importantes en matière de publicité en ligne. Le DMA, vous le savez, s'adresse aux gatekeepers, aux contrôleurs d'accès. Et là aussi, je pense qu'il y a eu des avancées et des acquis importants sur la question de la transparence de la chaîne de valeur sur les services de publicité en ligne, sur la question de l'accès aux données, notamment pour les annonceurs en ce qui concerne les métriques de performance. Là aussi, il y a eu des avancées importantes du DMA. Et nous, à la DGE, ce à quoi on appelle vraiment, c'est que pour aboutir au succès de ces deux règlements, il faut véritablement que les entreprises s'approprient ces textes, les fassent vivre, éventuellement saisissent les autorités nationales. Dans le DMA, on a prévu un guichet, de sorte que des entreprises qui pourraient subir certaines pratiques dans le secteur, y compris de la publicité en ligne d'ailleurs, qui pourraient s'avérer contraires au DMA, on a prévu un guichet national où les entreprises peuvent faire remonter leurs problèmes, éventuellement d'accès aux données ou de transparence, pour saisir les autorités nationales et éventuellement saisir in fine la Commission européenne. Donc nous, notre mantra à la DGE, c'est véritablement appropriez-vous ces textes, faites-les vivre, parce que c'est une des conditions de leur succès. Merci. Donc, au boulot. On va pas faire de politique fiction, on a bien compris que tout est encore en travail et à clarifier, mais est-ce que déjà on peut dire des choses en termes, de calendrier, et de vous, votre rôle en tant que ARCOM, en tant que CNIL, de votre état d'esprit dans le rôle que vous aurez à jouer sur ce texte? Oui, c'est bon, ça marche. Nous, notre rôle au niveau, en tant qu'ARCOM, bon déjà, je ne fais pas l'affront de vous rappeler que l'ARCOM est le né de la fusion il y a quelques mois du CSA et de la DOPI. Et le rôle qu'on a actuellement, c'est tautologiquement de réguler la communication audiovisuelle et numérique, c'est dans le titre, selon des missions qu'on fait par le législateur actuellement, qui portent notamment sur des obligations de moyens et de coopération des plateformes en ligne en matière de lutte contre la désinformation, en matière de lutte contre la haine en ligne, de lutte
lutte contre le terrorisme, ou encore alors quelques obligations en matière de publicité, de communication commerciale sur les plateformes de partage de vidéos, avec l'enjeu de faire, de conjuguer, de trouver l'équilibre dans les moyens entre l'application du droit et des limites de la liberté, notamment d'expression et de communication, et tout ça en respectant les libertés des utilisateurs, qu'ils soient professionnels ou privés. Donc voilà le rôle actuel de l'Arcom. Comme Chantal l'a très bien rappelé, on est en attente d'avoir des précisions aussi sur ce que souhaitera nous confier le législateur précisément dans le cadre de l'application du DSA. Donc les moyens, on les a actuellement, enfin on en a actuellement, mon équipe dans la direction des plateformes en ligne et des expertises qui, du fait de ces compétences transverses en termes juridiques, en termes de relations européennes, etc. Après, voilà, moi ce que je peux juste dire à ce stade, et je vais complètement à nouveau dans le sens de Chantal, c'est qu'effectivement, il y a un besoin dans le cadre de l'application du DSA de continuer ce qu'on fait déjà entre autorités, et notamment, Nacera pourra j'espère, le confirmer, mais d'avoir justement ce dialogue qui permet de concerter et d'avoir face au secteur, face à l'Europe, une voie cohérente entre autorités. Bien évidemment, je ne peux que confirmer ce que disait Lucille. Du point de vue de la CNIL, il y a évidemment des dispositions dans le DSA pour lesquelles la CNIL est légitime, puisque ça s'inscrit dans la continuité un peu naturelle des compétences que la CNIL a aujourd'hui en matière notamment de publicité en ligne. On a eu beaucoup d'échanges avec le secteur sur ces 10 dernières années. La CNIL a évidemment construit une bonne compréhension du secteur, de ses enjeux, qu'elle continue à perfectionner grâce aux relations qu'elle entretient avec le secteur dans le cadre de ses divers travaux. J'ajouterais aussi peut-être que la CNIL travaille beaucoup aussi sur le sujet de la protection des mineurs en ligne, comme l'Arcom et avec l'Arcom. Étant donné que c'est une priorité institutionnelle, donc elle a publié récemment beaucoup de contenu pour accompagner les professionnels à respecter les données à caractère personnel des utilisateurs mineurs en ligne. S'agissant des moyens, je pense que on rejoint aussi l'Arcom, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels on s'est beaucoup investi et que nous avons évidemment les moyens, en tout cas pour l'application de certaines dispositions du CSA, tant humains que les compétences techniques et juridiques nécessaires. Pour revenir un peu plus aussi, on comprend bien qu'il y a différents sujets sur lesquels chaque autorité va peut-être aussi pas se marcher dessus, mais tout être concerné par ce même sujet. Le RGPD avait été un peu critiqué parce qu'il y avait un texte européen et on va dire, des interprétations nationales différentes. Est-ce que ça risque pas d'être le cas, pareil, pour ce DSA? Et de la même manière, il y a une distinction qui est faite dans le texte entre ce qu'on appelle les VLOP, c'est-à-dire les grandes plateformes, qui elles vont rester du ressort de la Commission européenne, et un autre régime pour les plus petites plateformes qui, elles, seront soumises aux autorités nationales. Comment vous allez travailler tout ça? Comment est-ce que vous allez travailler ensemble? Comment vous allez vous coordonner? Est-ce que déjà les textes sont déjà clairs ou est-ce que tout reste encore à définir? Alors, un petit point peut-être, c'est sur les VLOP. Pardon d'être un petit peu rigide mais les VLOP sont sous compétence de la Commission européenne pour ce qui est des obligations systémiques. D'accord. Et par contre, pour les obligations le tout venant, en fait, les VLOP restent sous compétence de l'autorité du pays d'établissement. Donc, notamment, en gros, tout ce qui est avant la 5e section du chapitre 3. Et ensuite, pour les coopérations, alors il y a peut-être deux sujets. Il y a vis-à-vis de l'Europe et des pays, 3 sujets, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis des autres États membres, et notamment des États membres compétents, et puis en interne. Alors, je ne vais pas les reprendre, mais là, déjà, il me semble que le DSA en tant que tel prévoit déjà un certain nombre de procédures qui permettent de mettre les choses sur les rails. Ensuite, vis-à-vis de l'Europe, nous, on l'a au niveau de l'Arcom publié il y a quelques jours plusieurs productions sur les relatives à la régulation des plateformes. Et le message un des messages qui a été passé notamment, c'est qu'il nous semble que
il convient quand même de garder un ancrage national assez important, non pas en tant qu'autorité compétente, mais sur l'ensemble du secteur en France, que ce soit pour l'ARCOM ou pour les autres autorités, de façon à garder un dialogue, en fait, à maintenir un dialogue sur les différents sujets, notamment les sujets systémiques, de façon à en parler entre nous, à remonter à la Commission européenne d'éventuelles problématiques, du fait du contexte parfois très local, très national, voire très local des problématiques. Et puis ensuite, sur la coopération et la concertation entre nous, je pense que tout ça reste à préciser, à construire. Peut-être que le législateur donnera des pistes. C'est aussi, encore une fois, des choses qu'on sait faire entre nous. Il y aura une autorité de coordination qui aura aussi son rôle à jouer sans doute dans l'animation aussi de ces échanges. Donc voilà, je ne sais pas si Nacera a plus de... Je partage définitivement ce qui a été dit, hein. Et puis je rebondis aussi sur le thème d'animation. Je pense qu'en effet, alors d'une part, évidemment, le DSA pose déjà des choses, hein, sur la mise en œuvre et sur la coopération qui seront complétées au niveau national. Il est évidemment essentiel que l'autorité coordinatrice puisse animer justement un dialogue étroit et continu entre elle et les autorités administratives qui seront compétentes au titre du DSA. Donc je ne peux qu'en rejoindre ça. Et je voulais juste peut-être rebondir sur l'accroche de la question. Je ne peux pas m'en empêcher sur le RGPD. Nécessairement, je pense que j'étais un petit peu attendue sur ce point. Pour dire que le RGPD, évidemment qu'on ne partage pas complètement le constat de cette application différenciée, hein, puisqu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis, notamment au niveau européen, pour assurer une interprétation harmonisée. Mais bien sûr, le RGPD, c'est un texte qui est mis en œuvre depuis quelques années uniquement, hein, et il est certain des axes d'amélioration pour une application plus harmonisée. C'est d'ailleurs tout le sujet de la déclaration de Vienne, hein, qu'ont adopté les CNIL européennes, avec une liste de courses sur comment mieux appliquer le RGPD au niveau européen. Donc, on apprend en marchant. Exactement. Oui, si je peux me permettre, comme ça. Voilà. Pour donner juste le mot un petit peu sur l'historique de la négociation, finalement, on a abouti à cette solution de centraliser au niveau de la Commission européenne le sujet des VLOPS. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, du côté des autorités françaises, il y avait tout de même certaines prévenances par rapport au modèle RGPD et qu'on voulait absolument éviter. Tout de même les travers sur l'autorité irlandaise, etc. Donc la question s'est posée. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que les autorités françaises souhaitaient une exception, une dérogation au fameux principe du pays d'origine, le PPO, pour faire en sorte que des autorités nationales, et Lucille le souligne, la question de la supervision de ces grands acteurs économiques avec des risques systémiques majeurs, évidemment, elle est cruciale. Donc nous, on plaidait pour que ce fameux principe du pays d'origine qu'il y soit dérogé. Évidemment, la Commission s'y est fortement opposée. Donc, quelque part, on a abouti à la réponse. Et finalement, entre l'autorité irlandaise et la Commission européenne, il vaut peut-être mieux la Commission européenne. Mais il faut être conscient, et ça je le dis aussi, avec cet arbitrage-là, on a tout de même reconnu en Europe un pouvoir exécutif, puisque la Commission européenne reste un pouvoir exécutif. On a quand même conféré à la Commission européenne des pouvoirs d'appréciation et de supervision sur des sujets qui comportent quelque part des sujets de police des contenus et de liberté d'expression. Donc il s'agit malgré tout d'un transfert de souveraineté important. Si on revient maintenant plus concrètement sur ce qui concerne directement les personnes qui sont dans la salle, c'est-à-dire la publicité en ligne, on va parler de l'article 24 qui s'appelle désormais l'article 26. Donc c'est celui qu'il va falloir vraiment retenir, qui impose aux plateformes de délivrer des informations concernant les publicités délivrées aux utilisateurs. Comment cet article-là, aujourd'hui, puisqu'il va être transposé, enfin interprété au niveau français, comment vous vous situez sur cet article? Est-ce que vous avez des précisions à apporter? Est-ce que ce sera littéral? Est-ce qu'il y a déjà des évolutions?
Alors sur l'obligation de transparence, je pense que le secteur aussi a l'habitude et connaît déjà beaucoup d'obligations de transparence qui doivent être mises en œuvre de manière parfois assez différente. Il y a une obligation aussi, des obligations de transparence dans le RGPD, donc la CNIL connaît un petit peu le sujet. Je pense que le temps que ces dispositions entrent en application sera aussi nécessaire pour réfléchir à comment mettre en œuvre concrètement et sera bénéfique et au secteur et aux autorités qui seront dans la gouvernance du DSA pour avoir un dialogue constructif et commun pour réfléchir à la mise en œuvre concrète de ces obligations-là. Mais donc vous attendez quelque chose du secteur, vous attendez qu'ils participent, qu'ils toquent à la porte et qu'ils viennent vous dire ce qu'ils en pensent? Oui, tout à fait. Et évidemment, je pense que d'ici à 2024, il faut se mettre en marche pour assurer le respect de ces obligations d'ici là. Et évidemment, je pense que les autorités de régulation seront tout à fait disposées aussi à clarifier ce qui doit être clarifié et à travailler de concert avec le secteur pour pouvoir assurer une mise en œuvre concrète d'ici 2024. D'ici 2024, 1er janvier 2024, normalement ça sera parti, c'est ça? Oui, alors je vais complètement dans ton sens. Nous, alors sur l'article 26, au niveau de l'ARCOM, il y a des choses qu'on a déjà eu l'occasion de travailler dans les obligations que ça pose, sous l'angle notamment lutte contre la manipulation de l'information. Alors je vous renvoie à la partie 3-5 du bilan qu'on a publié sur la question lundi, mais où justement le caractère évident, transparent de la nature publicitaire, du statut publicitaire d'un contenu, l'origine de la publicité, l'accès aux paramètres, le fait que ce soit contextuel, etc. On a étudié la façon dont les grandes plateformes mettaient ça en place et en l'analysant et en donnant des avis sur le sujet, en faisant des préconisations. Et en fait, on voit bien dans la régulation des moyens qu'il ne s'agit pas de donner un guide de A à Z sur la façon dont tout le monde doit appliquer de la même façon une chose, mais plutôt il y a des obligations générales qui sont en fait suffisamment générales pour qu'elles soient adaptées dans la façon dont c'est appliqué au service de chacun. Et ensuite, c'est un dialogue avec le régulateur. Donc ce dialogue, il est au moment... Il nous reste 1 à 2 minutes, c'est ça que ça veut dire. Pardon. Et donc, je suis complètement d'accord sur le fait qu'on a un besoin de discuter et que les questions, en fait, on n'a pas forcément en tout cas nous à l'ARCOM, on n'a pas forcément toutes les réponses et on a besoin de discuter avec le secteur aussi pour avoir une réflexion intelligente et commune sur la façon dont on peut arriver à des solutions. L'état d'esprit, juste pour savoir, ce sera la dernière question, mais en gros, cette application donc, de cet article 26 va demander, est complexe techniquement parlant. Il y a des opérateurs qui sont déjà en avance, ils ont déjà sorti leurs outils de transparence. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Est-ce que ça veut dire qu'en 2024, l'objectif, ce sera on a 12 mois pour faire les choses et vous serez dès la répression, dès l'application du texte, où il y aura un temps quand même de clémence envers les opérateurs, les acteurs? Est-ce que vous en savez? Est-ce que vous savez déjà l'état d'esprit dans lequel vous êtes à ce niveau-là? Alors côté CNIL, c'est un peu ce qu'on se disait à l'instant, c'est que c'est comme pour le RGPD, il y a un délai pour la mise en application qui doit vraiment être, on doit en tirer profit pour que le secteur puisse aussi identifier les problématiques et engager avec les autorités compétentes un dialogue constructif qui permet de clarifier les dispositions du texte, de trouver de manière commune des solutions innovantes, respectueuses des droits des personnes. Et face à ça, la démarche de la CNIL, c'est celle qu'elle adopte déjà dans sa régulation actuelle au niveau du RGPD. C'est une démarche une régulation qui se veut inclusive, qui se veut prévisible, en accompagnant les professionnels à se conformer à leurs obligations. Et ensuite, évidemment, une mise en application, un équilibre en tout cas entre cet accompagnement et les contrôles qui sont nécessaires à crédibiliser une réglementation. Chantal, je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion à dire pour le secteur vis-à-vis de ce sujet-là. Oui, sur l'article 26, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Déjà, la loi de confiance en 2001, elle disait une publicité, ça doit être clairement identifié. Donc la règle, elle est connue peut-être. Moi, le message j'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer auprès de certains d'entre vous. La leçon que je tire un petit peu de ces 2 ans de négociation, c'est que
Comme vous l'avez vu d'ailleurs, il y a eu énormément d'offensives contre la publicité, contre le ciblage publicitaire. Ça, c'était vraiment récurrent au Parlement européen. D'ailleurs, il y a eu des mesures des interdictions qui sont aujourd'hui formulées dans le DSA. Interdiction de la publicité ciblée sur les mineurs, interdiction de la publicité ciblée utilisant des données sensibles. Donc moi, le message, c'est il faut que la profession vraiment réponde à ces préoccupations, parce qu'on le voit bien, il y a des choses qui sont présentées aux États-Unis aussi. Il y a des résistances de plus en plus fortes sur le modèle du ciblage publicitaire. Et là, la profession doit être vraiment à l'œuvre pour apporter des réponses. Oui. Peut-être juste un dernier mot pour rebondir sur ce que vous disiez. Je vous rejoins totalement. Il y a quand même un message très fort au niveau européen sur l'encadrement de la publicité ciblée. Et on voit d'ailleurs dans les textes qui sont encore en négociation, comme le règlement sur la publicité politique, où des dispositions ont été intégrées et qui sont assez similaires au DSA. Donc, j'allais dire, la mise en conformité pour répondre à des dispositions sur un texte pourra aider aussi à répondre, en tout cas pour les acteurs concernés par l'ensemble de ces textes, à se conformer à d'autres dispositions. En tout cas, le message est assez fort au niveau européen. Merci à vous trois, merci à vous de votre attention. Et bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée.